Je pensais à un accident de la route. Il m'a dit il s'est suicidé. Cet après-midi, nous allons décrypter deux affaires judiciaires mystérieuses. Des suicides, selon les conclusions des enquêteurs. On a vraiment le sentiment qu'on n'a pas pris le temps de discuter avec ces gens pour leur demander comment allait leur fils, tout simplement. On s'est dit, ben voilà, il y a rien à en dire de plus, c'est un suicide, c'est un suicide. Mais les proches des victimes sont persuadés qu'il s'agit en réalité d'un crime. Il nous avait appelé la veille. Et il était tout à fait normal, on avait discuté pendant 1 heure. Il faisait une formation chez les Compagnons du Tour de France. Il était à Tours et on l'a retrouvé à Pau. Qu'est-ce qu'il faisait à Pau? L'endroit où on l'a retrouvé était dans un état pitoyable. De la bagarre, il y a eu de la bagarre. C'est pas que j'arrive pas à croire qu'il s'est suicidé, c'est juste impossible. Pourquoi voulez-vous qu'il se suicide? Il était bien. Il n'y a pas de raison. Suicide ou crime déguisé, c'est la question que nous nous poserons tout au long de notre émission. Bonjour à tous. Cet après-midi, nous serons en compagnie de Maître Gégère, notre avocat pénaliste, car nous allons décortiquer des affaires judiciaires mystérieuses. Nos invités ont tous perdu un proche dans des conditions dramatiques qui pourraient laisser penser à un suicide. Pourtant, ils ne croient pas à cette thèse et ils vont nous expliquer pourquoi tout au long de notre émission. Bonjour Marie-Joseph. Bonjour, madame Javin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez perdu Alain, votre fils, il y a près de 17 ans. Quel âge avait-il à l'époque? Il avait 20 ans et demi. Les faits remontent à la nuit du 11 au 12 septembre 1998. Où le corps de votre fils a-t-il été retrouvé? Il a été retrouvé à Pau, tout près de la gare, dans un parc qui s'appelle les Sentiers du Roi, au pied d'un bâtiment qu'on nomme le Belvédère, en contrebas du boulevard des Pyrénées. Il s'agit d'une falaise où un bâtiment a été construit sur plusieurs étages. Donc mon fils gisait au pied, exactement à l'aplomb du bâtiment, à un endroit déjà sur un surplomb à 3 mètres de hauteur et invisible de l'allée. Comment l'avez-vous appris? Un policier a appelé chez nous. Il s'est présenté comme un inspecteur de police de Pau. Il m'a dit vous avez bien un fils qui s'appelle Alain Dubois. Il est décédé. Je pensais à un accident de la route. Il m'a dit il s'est suicidé. Je lui ai répondu mais ce n'est pas possible. C'est le dernier de la famille que je verrai faire un tel acte. Ce n'est pas possible. Parce que rien ne vous laissait pas du tout, imaginer ça. Il nous avait appelé la veille. Et il était tout à fait normal. On avait discuté pendant 1 heure. De plus, il était à Tours. Il faisait une formation chez les Compagnons du Tour de France. Il était à Tours et on l'a retrouvé à Pau. Qu'est-ce qu'il faisait à Pau? Quel genre de caractère avait-il? Il était enjoué. Il aimait s'amuser, rire, sortir. Sortir avec les copains, s'amuser. Et il était très sérieux dans son travail. Il était célibataire à l'époque? Célibataire, oui. Donc vous n'y avez pas cru quand le gendarme... Tout de suite, on n'avait pas d'éléments. Oui. Et vraiment, c'était le coup de poing, parce que nous apprendre ça par téléphone, c'était vraiment... C'était par téléphone en plus? Par téléphone. C'était même pas de déplacer? Non. Tout d'abord, le corps a été découvert à 14h10. Il nous a prévenu à 18h30. Donc, il y avait déjà plus de 4 heures écoulées. Pour quelle raison il vous a prévenu aussi tard? Il nous a dit qu'il avait fait son enquête aux alentours et qu'il fallait connaître la cause du suicide avant de nous prévenir. Donc, le suicide était décrété dès la découverte du corps. On y a cru tellement il était persuasif. On a fait notre déposition, on est allé reconnaître le corps. Malheureusement, il s'agissait bien de lui. Il nous a dit, puisqu'il s'agit d'un suicide, ce n'est pas la peine de faire une autopsie.
donc pas d'autopsie. Ce n'est pas la peine de porter plainte, même contre X, sinon ça se retournera contre vous. Vous nous raconterez, hein, nous verrons au fil de l'émission que vous avez décidé de mener votre propre enquête pendant de longues années. Vous nous direz quels résultats vous avez obtenus. Mais d'abord, nous allons découvrir une seconde histoire en images. Bonjour Isabelle et Joachim. Alors c'est aussi de votre fils dont nous allons parler aujourd'hui. Il est décédé il y a 5 ans dans des circonstances que vous considérez troubles. Complètement, oui. Quel âge avait votre fils qui s'appelait Rudy? Oui, il avait 29 ans. Il allait avoir 30 ans au mois de septembre. Dans quelle situation était-il? Il était la joie de vivre. C'était quelqu'un qui était un clown. C'était le soleil de toute la famille, en fait, des amis. C'était quelqu'un qui aimait vraiment la vie, qui avait plein de projets dernièrement, puisqu'il avait sa propre maison, il avait trouvé du travail, donc il devait prendre le lundi juste un petit peu, parce qu'il a été décédé après, donc il n'a pas pu. On était avec lui donc le vendredi, toute l'après-midi, et on ne l'a jamais revu. Alors l'enquête sur la mort de Rudy est toujours en cours et même si certaines pistes peuvent laisser penser à un suicide, vous ne croyez pas du tout à cette théorie et vous vous battez toujours aujourd'hui pour découvrir la vérité. On va nous découvrir le reportage que notre équipe a réalisé chez vous en Charente-Maritime. À Marseille, en Charente-Maritime. Rudy se sentait vraiment très très bien ici. Pour lui, c'était vraiment l'endroit qu'il allait rester toute sa vie. Il avait dit, moi, j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Il adorait cet endroit, sa petite maison, vraiment tout ce qui correspondait à ce qu'il recherchait. Mais dans la nuit du 25 juillet 2010, Rudy, le fils d'Isabelle, est retrouvé mort dans la forêt où il était parti camper. Si les enquêteurs privilégient la thèse du suicide, la famille, elle, ne l'a jamais acceptée. Dans la maison familiale, le souvenir de Rudy est partout. Voilà, ça c'est la guitare Rudy. Oh, c'est pas une guitare d'une grande valeur, mais Rudy l'emmenait partout. Là, vous avez les dédicaces des personnes qui l'ont aimé et qui ont laissé des petits mots. C'est comme si tu étais toujours là. Et il est toujours avec nous de toute manière, quel que soit l'objet. Il ne nous lâche pas, il est toujours avec nous. Geneviève est la grand-mère de Rudy. T'as vu, il fait beau, hein? Elle était très proche de son petit-fils. Le soleil, il va reprendre partout. Oh ben non, dis donc, ouais. Quand il venait à la maison, qu'il mangeait avec nous, avec son grand-père et tout ça, on voyait que c'était un enfant qui était bien dans sa tête et dans sa peau. Il nous a tellement donné des bons moments dans notre vie, des moments joyeux. Et puis il était jovial. Je n'ai que des bons souvenirs de lui. Christophe, c'est le frère de Rudy, et Joachim, son père. Cet après-midi, ils reviennent dans la forêt où le corps de Rudy a été retrouvé il y a 5 ans. Une forêt située à quelques kilomètres seulement de chez eux. C'est là, voilà. D'après les premières auditions, Rudy campe cette nuit-là avec sa petite amie et le fils de celle-ci. Une dispute éclate, la femme et l'enfant prennent la fuite, et à leur retour, Rudy est retrouvé pendu au montant de la portière de sa voiture. Là, le petit campement, le feu, il était là, ouais. Quelque part vers là. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais osé, ni moi, ni mon épouse. On n'a jamais voulu venir ici. C'est émouvant, hein. On avait énormément de complicité, mon frère et moi. On faisait plein de choses en commun. Moi, j'aime beaucoup la mécanique, il aimait beaucoup la mécanique. On aimait tous les deux la nature. On a été élevés comme ça, donc ouais, on était très proches, ouais. Très très proches. J'arrive pas. C'est pas que j'arrive pas à croire qu'il s'est suicidé. C'est juste impossible. Pourquoi voulez-vous qu'il se suicide? Il était bien. Mais je vois pas pourquoi. Pourquoi d'un seul coup, il n'y a pas de raison. Cette thèse du suicide, personne n'y croit dans l'entourage de Rudy. Pour la première fois, ses proches ont décidé de se rendre ensemble là où le jeune homme est enterré. C'est un poème que j'ai choisi, qui correspond vraiment à Rudy, quoi. Non, elles sont faites, c'est exprès tu vois, que ce soit comme ça.
J'ai commencé un grand voyage à travers l'éternité avec mon âme comme seul bagage pour accomplir ma destinée. J'ai perdu ma forme humaine, pas mon identité. Et comme avant, auprès de vous, je continue à vous aimer. Ça fait mal au cœur. J'aurais préféré qu'il soit à la maison avec nous plutôt qu'être là. C'est pas possible de faire son deuil pour le moment. C'est clair. Il nous manque beaucoup. Il nous manque beaucoup. Christophe nous a rejoint. Des images douloureuses, évidemment. Vous n'étiez jamais, madame, retournée sur les lieux précis où a été retrouvé le corps de votre fils. Donc, c'est évidemment très émouvant pour vous de revoir ces images. Christophe, vous êtes le frère de Rudy. Vous avez souhaité être aux côtés de vos parents aujourd'hui pour les épauler. On voit à quel point le destin de votre famille a basculé le jour de la mort de votre frère et à quel point cette douleur est lourde à porter au quotidien. Pourquoi avez-vous souhaité être là? Surtout déjà pour soutenir mes parents, qui en ont, je pense, besoin. Ça fait quand même 5 ans que moi, je vis chez eux et je les vois tous les jours se démener, que ce soit pour moi, parce que moi, je suis toujours là, et pour mon frère, parce que on sait tous que ce qui s'est passé, que c'est pas du tout un suicide. Donc, j'avais besoin de pouvoir donner quelque chose de ma part, sachant que moi, on m'a jamais rien demandé. Donc, quand on m'a proposé de pouvoir faire quelque chose et aider peut-être mon frère, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Qu'est-ce que vous entendez par « on nous a jamais rien demandé » ? Quand Rudy est décédé, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu me demander réellement quoi que ce soit, ce que moi je savais ou ce que j'en pensais, ou même, sachant que mon frère et moi, on était quand même 2 personnes qui avons toujours été ensemble. On s'est jamais quittés du tout, parce que on a passé notre vie avec mes parents. On faisait du bateau ensemble. On a déménagé beaucoup de fois et mon frère a toujours été là. J'ai toujours été avec lui. On s'est retrouvés plusieurs fois dans des situations où on dormait dans le même lit, dans la même chambre. Donc avec les années, on avait quand même 10 ans d'écart, mais on a lié, créé un lien que certains frères n'ont peut-être pas, j'ai envie de dire. Voilà, moi personnellement, je faisais de la moto, mon frère faisait de la moto avec moi. On adorait tous les 2 les animaux, on faisait de la pêche ensemble. Voilà, on faisait souvent des petits feux dans les bois. On faisait plein de choses, quoi. Donc ça me paraissait bizarre que Rudy se soit suicidé, ouais. D'après vous, il avait un caractère trop jovial, il aimait trop la vie pour en arriver là. Il ne traversait pas une situation personnelle difficile à ce moment-là? Du tout. Il était très heureux. Il venait de rencontrer, donc c'était une jeune fille. Après, les circonstances ont fait qu'il avait l'intention d'en arrêter là. Il avait trouvé un travail. Moi, je l'ai vu le vendredi avant que l'histoire se passe. Personnellement, première chose qu'il a eu à me dire, c'est est-ce que tu veux pas venir avec nous faire un petit feu ce soir? C'était... Pour moi, il n'y avait rien d'alarmant, quoi. Et vraiment. ça ne pouvait pas être un problème sentimental avec cette personne? Il n'était pas du genre à abandonner sa vie pour ce genre de choses, non. Il a eu des déceptions sentimentales sans pour autant s'être taillé les veines ou s'être suicidé, essayer de se suicider. Et là, c'était pas plus difficile que d'habitude? Encore moins. Cette personne-là, ça faisait seulement 1 mois qu'il la connaissait. Donc Rudy, c'est pas quelqu'un qui s'attachait au jour même, au jour le jour, à dire je vais me marier au bout d'1 mois, ça y est, je veux me marier. Non, il n'y avait rien de tout ça, quoi. Vraiment, c'était une relation tout à fait normale, j'ai envie de dire, d'un jeune couple qui apprend à se connaître. Mais vous connaissiez ses amis, sa bande de copains, Isabelle? Est-ce que vous lui connaissiez des problèmes? Ah non, pas du tout. Rudy me parlait toujours soit de ses copines, les petites copines avec qui il sortait. Il avait du succès avec les filles? Alors, il n'était pas du tout un coureur de filles, mais par contre, il plaisait beaucoup aux filles par sa douceur, son écoute. Il était très protecteur. Il n'aimait pas voir une fille malheureuse ou une femme triste, donc il cherchait toujours à la réconforter et surtout la faire rire. Ça, c'était sa priorité, c'était son point fort, ce qui plaisait beaucoup aux femmes. Et Rudy me présentait toujours ses copines ou ses petites aventures qu'il avait. Il me demandait toujours mon avis d'ailleurs. Et quelques jours avant qu'il décède, d'ailleurs, il avait amené une de petites copines que
que je connais, qui s'appelle, enfin voilà, que je connais, qui est venu dormir 3 jours à la maison, mais il n'a pas dormi avec elle. Hein. Il était très respectueux. Ils étaient voilà, et il venait toujours me demander mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, voilà. C'était un garçon extrêmement sensible. Hyper sensible, qui était un peu artiste. Alors, il aimait beaucoup la musique, il aimait tout ce qui était... il aimait beaucoup dessiner, il était très, très, très doué en dessin, parce qu'il voulait être designer. Donc, il pouvait être peut-être justement hypersensible, et peut-être que quelque chose a pu le blesser. Non, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il a vécu des choses difficiles, sentimentales, plusieurs fois. Et on sait tout à fait à chaque fois comment il réagissait dans ces cas-là. D'abord, il disait toujours que heureusement, j'ai ma famille qui est toujours là et qui est là pour me soutenir, c'est ce qui est le plus important. Et en fait, quand il avait ces petits déboires sentimentaux, tels que la dernière personne avec laquelle il est resté le plus longtemps, il faisait comme beaucoup de gens, il buvait un bon coup. Hein, quelquefois, hein, et il buvait un bon petit coup, et puis après c'était terminé, on n'en parlait plus, on discutait. Peut-être qu'il gardait les choses pour lui. Ah non, il parlait beaucoup. Peut-être qu'il n'avait pas envie de vous inquiéter. Non, Rudy, quand il avait un problème, il ne pouvait pas s'empêcher justement de demander à quelqu'un. Tout le temps, il avait besoin de parler de son problème, souvent à sa tante, Alexandra, où il arrivait toujours à dire à quelqu'un, voilà, souvent sa tante de toute façon, bah, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, moi je ne suis pas bien, ça ne va pas. Donc on savait quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. De toute façon, je le voyais tout de suite, rien qu'à sa tête. Hein. Voilà. Et vous, Marie-Joseph, comment vous décririez le tempérament de votre fils, Alain? Il aimait avoir des copains, être entouré. Il aimait beaucoup le contact avec les autres. Il aimait sortir aussi, toutes les fois qu'il en avait l'occasion. Il était comme un jeune de 20 ans. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était charpentier. Il avait commencé une formation chez les Compagnons du Tour de France. Il avait passé son CAP, son BEP aux alentours de notre commune. Et il était parti faire le Tour de France à la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment. Donc il commençait sa 3e année. Ça, c'est au moins une... Il était passionné par ce métier. Et puis c'est un métier pour lequel en général il y a des débouchés. Oui, voilà. Et ça lui plaisait beaucoup. Ouais. Oui. Et on n'a eu que des compliments sur lui. Enfin, ses employeurs en étaient contents. Oui. Christophe, vous ne pouviez pas imaginer que votre frère puisse être en souffrance, hein, au point de vouloir mettre fin à ses jours. Il n'y avait rien, aucun indice dans son comportement qui aurait pu vous alerter là-dessus? Rien du tout. Réellement, je le voyais donc tous les jours quasiment. Et même le fait justement qu'il, le vendredi soir, dans l'après-midi avant qu'il parte, il venait juste de récupérer sa voiture. Donc on avait passé quelques jours avec mon père à réparer sa voiture parce que lui travaillait. Donc on a passé plusieurs jours avec mon père à réparer sa voiture. Il avait le pare-brise qui était cassé, donc on a changé. Il était tout content, quoi. Il venait de récupérer sa voiture. Il a passé toute l'après-midi à passer un coup d'aspirateur dedans. Puis il est venu me voir comme d'habitude, il le faisait. Puis même dans l'habitude que j'avais de le voir, Rudy, je l'ai déjà vu déprimé, je l'ai déjà vu pleurer, je l'ai déjà vu dans toutes sortes d'états différents. C'est ça, donc vous pensez que vous l'auriez vu, vous l'auriez senti? Je pense alors que j'aurais senti quelque chose quand même. Au moins, il m'aurait dit, ouais, il y a ça qui va pas. Ou que là, moi, il m'a rien dit réellement, il m'a rien dit du tout. Il m'a juste dit, écoute, ce soir, je fais un barbecue, un petit feu dans un coin, et puis on se fait une petite bouffe comme d'habitude, quoi. Mais là, il n'y a jamais rien eu qui s'est fait, quoi. Moi, sur ce soir-là, j'ai pas pris la peine du moins d'y aller, parce que il y avait des soirs où moi j'avais l'habitude d'y aller souvent avec mon frère, donc forcément le moment, comme par hasard, j'ai envie de dire, c'est le soir où je me suis dit non, je vais préférer rester à la maison. Et je suis resté à la maison devant la télé, et puis le lendemain matin, c'est dans l'après-midi que les gendarmes sont arrivés, fin d'après-midi du moins. Du dimanche donc, et c'est là que ça a été un peu impressionnant. J'étais un peu bouche bée, quoi. Je m'attendais pas, il y avait vraiment rien qui pouvait montrer qu'il allait se suicider ou quoi que ce soit. Il était pas triste, il y avait rien, vraiment rien, quoi. Il était comme quelqu'un de normal, un jeune de 29 ans qui avait envie de tous les jours faire ce qu'il avait à faire, quoi. Isabelle, j'imagine que ça doit vous blesser qu'on puisse laisser sous-entendre que votre fils allait mal alors que vous ne l'aviez pas particulièrement remarqué?
Oui, parce que Rudy, je sais que tous les matins, il me faisait mon petit café. Il se levait très tôt. C'est quelqu'un qui aimait se lever tôt le matin. Il était chaudronnier, soudeur, métallurgiste. Donc, il faisait souvent les 3-8. Et c'est quelqu'un qui se levait tôt le matin. Donc, il me préparait mon petit déjeuner. Et donc, je le voyais tous les matins, on discutait ensemble. Donc, oui, ça peut me blesser dans le sens où, attendez, moi qui étais quand même fusionnelle avec Rudy, puisqu'on partageait beaucoup le même plaisir, les chevaux, parce que lui c'était un passionné de chevaux, comme moi, les chiens, parce qu'il me les préparait pour les concours, quand j'allais faire les concours de beauté. Et on parlait beaucoup, on plaisantait beaucoup ensemble. Beaucoup de blagues, il est toujours en train de me faire rire d'ailleurs. Et oui, ça me blesse qu'on me dise que mon fils est suicidé, que j'aurais rien vu. Non mais là, oui, ça me touche énormément. J'ai honte, quoi. J'aurais honte si c'était le cas. Oui, c'est ça. Vous nous avez parlé d'un sentiment de honte. Complètement. Tu te rends compte, je me dis, ça, c'est une honte. Ce serait honteux qu'une mère n'ait pas remarqué que son fils allait mal. C'est ça que vous pensez? Oui, je pense. Même si c'est pas vrai, parce que je connais quelqu'un que c'est le même problème, que son fils s'est suicidé. C'est des voisins à nous. Eux, par contre, c'est sûr. Ils n'ont rien vu. Voilà. Et donc, même si c'est pas vrai, effectivement, ils n'ont rien vu. C'est normal qu'elle ait... Mais moi, pour moi, au fond de moi-même, oui. Moi, pour moi, j'ai honte pour moi. Pas pour les autres, hein, que pour moi. Marie-Joseph, vous comprenez ou vous partagez ce sentiment de honte? Non, ce serait plutôt un sentiment de colère. Parce que pour moi, Alain a été assassiné 2 fois. Une fois par ses meurtriers, une autre fois par la justice qui n'a pas fait son travail correctement. Donc il a été assassiné 2 fois, lui. Parce qu'on le fait passer, parce que, pour ainsi dire, quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, qui a un métier, qui a de l'argent, qui a une famille, et qui se suicide, dans un sens, c'est un lâche, si on peut dire. Quelqu'un qui a des gros problèmes, c'est plus pardonnable. Donc on le fait passer pour un lâche. Donc on l'assassine une 2e fois, pour moi. Marc, vous comprenez la réaction de ses parents? Oui, de toute façon, c'est insupportable l'idée déjà de perdre un enfant. De surcroît d'imaginer que cette perte est volontaire, c'est-à-dire que l'enfant a voulu mettre fin à ses jours, c'est quelque chose de très difficile. Puis il y a tout ce qu'on a entendu qui se joue. Je comprends que Christophe soit ulcéré, qu'on n'ait pas pris le soin de venir le voir en lui disant, bon, dans quel état il était votre frère? Comment il allait pas? Est-ce qu'il y avait des problèmes? Je veux dire, on a vraiment le sentiment dans une histoire comme dans l'autre qu'on n'a pas pris le temps, quelques minutes, parfois ça suffit, de discuter avec ces gens pour leur demander comment allait leur fils, tout simplement. C'était devenu une évidence au moment où on a constaté que l'un était au bas d'une falaise et que l'autre était dans la forêt. On s'est dit, ben voilà, il n'y a rien à en dire de plus, c'est un suicide, c'est un suicide. Alors c'est vrai, vous avez raison, madame, de dire que parfois, on ne voit rien. On ne voit rien parce qu'il y a au fond de nos enfants, parfois, une espèce de kyste qui se fait, une peine qu'il ne veut partager avec personne et qu'il ne partagera jamais avec personne, mais qui prend à un moment donné tellement d'ampleur qu'il n'a plus le courage de la supporter. Vous êtes persuadé que ce n'est pas le cas et loin de moi l'idée de venir remettre en question votre conviction, pas plus à vous, Marie-Joseph, évidemment. Mais je pense qu'il faut accepter l'idée que ça peut aussi arriver. Parce que malheureusement, on est tous les témoins de ce genre de drame que peuvent rencontrer nos proches, voire nos familles. Donc ça peut arriver. Que ça ne soit pas votre cas, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais malheureusement, parfois, le secret est tellement lourd à porter, et puis il est tellement à des années-lumière de ce qu'on pourrait imaginer de nos enfants, qu'on ne s'en doute pas un instant, et un jour, c'est le drame. Alors, allez-y, les mamans, là, alors, moi, pour réagir. J'étais prête à l'accepter. J'ai bien prévenu qu'aucun problème, s'il m'apporte des éléments suffisants pour prouver que c'est un suicide, alors là, je n'avais absolument aucun contexte de dire, voilà, il est bon, bah, d'accord, on a vraiment les éléments, ok, bon, bah, c'est vrai, comme vous dites, ça aurait pu être possible. Je me le suis dit, ce que vous venez de me dire, je me le suis dit dès le départ. Donc, j'ai laissé faire les choses, j'ai laissé faire le travail comme il fallait et tout. Mais le problème, c'est que ça n'a pas du tout été le cas. On m'a apporté, au contraire, toutes les preuves contraires. Mais oui, oui. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas en train de vous dire il faut accepter l'idée que, c'est pas ça. C'est que malheureusement ça arrive. Oui, ça peut Maintenant, dans chaque situation, il faut véritablement... Enfin, je crois que ce qu'on vous doit, ce que la justice vous doit, et c'est en ce sens que je comprends ce que Marie-Joseph a dit tout à l'heure, elle vous doit une explication rationnelle. Elle vous doit quelque chose qui vous permette d'avoir une certitude
sur ce qui s'est passé. Mais vous dites qu'on vous a apporté toutes les preuves contraires, c'est-à-dire C'est-à-dire que quand la première enquête qui avait été faite a été faite extrêmement rapidement, puisqu'en 8 jours déjà, on nous a convoqués pour nous dire qu'en fait, non, effectivement, il y a eu lutte, il y a eu plein de choses qui prouvaient tout le contraire. Et puis on me dit, écoutez, est-ce que vous voulez vous signer, s'il vous plaît, comme quoi que c'est un suicide. Attendez, là déjà, au bout du 8 jours, je dis, attendez, je ne comprends pas, on me dit le contraire de ce que vous me dites, et là, on me dit, quand je voulais que je signe pour un suicide. Excusez-moi, là, il y a un gros problème. Vous voyez Voilà, donc déjà là. Après... Oui, c'est ça, c'est que immédiatement, vous avez eu des éléments qui non seulement vous ont permis de douter, mais vous ont donné des pistes pour imaginer qu'on était à très loin d'un suicide. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui était difficile à supporter pour vous, je suppose, c'est que le représentant de cette justice vienne vous dire, après que vous ayez entendu tous ces éléments-là, qui étaient, semble-t-il, des éléments objectifs, concrets, eh bien écoutez, voilà, c'est un suicide, il faut signer. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on vous a dit précisément? Il y a eu lutte. Votre fils a été blessé à plusieurs endroits de la tête. Il a des griffures partout, sur ses jambes. Il était pieds nus. Il a, semble-t-il, étrangement, l'endroit où on l'a retrouvé était dans un état pitoyable. De la bagarre, il y a eu de la bagarre. J'ai vu, d'accord. Et après, pardon. La voiture qui était cassée. Oui, la voiture qui était... Enfin bon, voilà, il y a eu beaucoup de dégâts. Il venait de récupérer sa voiture toute propre et tout, a été complètement broyée de partout, enfin le carreau, enfin voilà. Et il me dit, par contre, voilà, voulez-vous s'il vous plaît signer comme quoi c'est un suicide. Incroyable. Et alors là, j'ai levé le ton, chose que normalement... Oui, je comprends. Voilà, c'est le cœur de... Voilà. Je lui ai dit, mais vous me prenez pour qui, monsieur, là? Vous nous prenez pour des imbéciles? Et alors là, ça ne lui a pas plu du tout ce que je lui ai dit. Et il a levé le ton, il m'a dit, s'il vous plaît, vous ne me parlez pas sur ce ton. Et j'ai écouté, on reverra ça ensemble. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans le même trait de temps, cette personne vous donne des éléments vous permettant de confirmer vos doutes ce qui m'a complètement... sur une autre hypothèse que celle du suicide. Et comme si c'était complètement anachronique, il vient vous dire, donc c'est un suicide, merci de signer. Voilà. Il valait mieux rien vous dire, à la limite. C'est vraiment incompréhensible. Oui, tout à fait. C'est pour ça que... Bon, déjà le jour que les gendarmes sont venus nous prévenir, le dimanche soir, alors que mon fils était décédé dans la nuit du samedi à dimanche, où ils l'ont retrouvé à 3h du matin. Donc, de 3h du matin à 5h30 du soir le dimanche, vous devez imaginer le temps qui passe. Nous, on l'attendait pour manger, il n'est pas venu pour manger. Les gendarmes sont venus à la maison, dont une gendarme et 2 gendarmes, le maire, qui était un ancien gendarme aussi de notre village, avec son adjoint. Et je me suis effondrée quand ils me l'ont dit. Et il y a un qui a pris mon mari à part et qui lui a dit, écoutez, c'est un homicide. Voilà. Donc ça, c'était les gendarmes de notre village, de notre circonscription. Alors, je comprends évidemment votre désarroi. Nous allons demander à 2 autres proches de Rudy ce qu'elles en pensent. Il s'agit d'Alexandra, sa tante, et Lise, une de ses amies qui sont avec nous dans le public. Venez nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Alors, Alexandra, vous étiez à la fois sa tante et sa confidente. Oui. Quand avez-vous rencontré Rudy? Rudy, je m'étais mis avec le frère d'Isabelle, qui est son oncle. Et donc, j'ai rencontré Rudy, j'avais 18 ans. 18 ans, et lui, il avait 16 ans. Et donc, en fait, il est venu passer un moment dans la région qu'on habitait avant. Et par la suite, nous sommes revenus, en fait, rejoindre Isabelle et Joachim en Charente-Maritime. Voilà. Alors, en général, il se tournait toujours vers vous quand quelque chose n'allait pas. Vous étiez sa confidente. Comment allait-il, donc, les jours et les heures qui ont précédé son décès? Pour moi, il allait... Enfin, je pensais qu'il allait bien, puisqu'il était venu à la maison faire quelques semaines auparavant de la guitare. On était très contents de l'accueillir, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Et puis, il avait plein de projets. Étant donné qu'ils avaient acquis une belle maison, donc il avait prévu de rénover une bâtisse. Il était venu avec des belles photos, en me disant, regarde, on va faire la salle de bain, on va faire, voilà, c'était son palace.
Et puis, on a passé un super bon moment. Et il m'avait dit, je repasserai. C'est promis. Et c'est avéré que je l'ai revu une fois rapidement. Et après, j'ai eu juste un dernier message, quelques jours avant qu'il nous quitte. Voilà. Un message qui laissait rien de négatif. Non. Rien qui aurait pu vous alerter. Ça a été là, en fait, qu'il se sentait menacé. Voilà, c'est ça. Il se sentait menacé. Ah, dans le message, il vous disait qu'il se sentait menacé. Oui. Je sais pas si, voilà, mais ça voulait dire, alors du coup, comme je débauchais, je sortais du travail et j'étais dans la salle de bain et j'ai vu ce message sur mon téléphone et puis je lui ai redemandé, en fait, que se passe-t-il, Rudy? Et j'ai jamais eu de réponse. Élise, alors vous aviez 16 ans lorsque vous avez rencontré la famille de Rudy. À l'époque, vous étiez la petite amie de Christophe. Oui. Hein, mais ça ne vous a pas empêché de tisser un lien privilégié avec Rudy. Il représentait quoi pour vous? Moi, je suis arrivée dans la famille Jacinto. J'ai été un petit peu bien. J'ai été très accueillie. J'ai été la fille qu'ils n'ont jamais eue. Donc, Rudy, pour moi, ça a été. C'était mon grand frère. On partageait plein de choses ensemble. Et puis, il était vraiment unique. Ça veut dire que j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré énormément de gens. Et c'est le seul que j'ai trouvé qui aimait la vie, mais pas la vie, la vie en général, la nature, les gens, tout ce qui était autour de lui. Il voyait la beauté en tout. Il pouvait regarder la mer en voyant plus que juste la mer. Les paysages, il avait vraiment en lui une bonté. Et même pour les gens, ça veut dire que la misère des autres le touchait. Il y avait de l'empathie. Oui, mais il pouvait, lui, il vivait simplement. Et c'est vrai que tous ceux qui pouvaient aider, même des gens qui n'auraient pas besoin d'aide plus que ça, il proposait son aide. Il était vraiment, c'était vraiment une personne qui comptait. Une belle personne, comme on dit. Voilà, c'est vraiment, c'est la seule personne que j'ai trouvée comme ça. Au moment de sa mort, dans la nuit du 24 au 25 juillet 2010, Rudy était donc parti camper avec sa petite amie à quelques kilomètres de chez vous. Et vous l'avez vu quand pour la dernière fois, en fait? En fait, nous l'avons vu le vendredi soir, après-midi. Toute l'après-midi, il restait avec nous. Il a rigolé, il était super content. Je vous l'ai dit, il a récupéré sa voiture que son père avait changée avec son frère le pare-brise. Donc, il avait pris ses affaires qu'il y avait dans sa 106, il les a mis dans sa petite voiture. Et puis, il me dit, maman, j'ai une super nouvelle, j'ai retrouvé du travail, ça y est, je recommence lundi. Et en plus, dans le boulot, dans les 2-8, il voulait faire les 3-8 ou les 2-8. Donc, il était très, très content. Donc, je lui ai dit, écoute, ta grand-mère vient manger dimanche, ça serait bien que tu viennes. Et il m'a dit, oui, mais t'inquiète pas, de toute façon, samedi, je m'en vais faire de la guitare chez Alex, donc, sa tante, avec Eric, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai jamais revu. Jamais vu. Il n'est jamais venu chez vous? Il pensait aller camper ou venir chez vous? Et ben voilà. Le vendredi, il pensait camper, et le samedi, il était censé aller chez ma tante. Il m'avait dit, lors de la dernière fois que je l'avais vu, eh ben, écoute, la prochaine fois que je viens avec ma guitare. Attendez que moi, on avait déjà joué à la guitare, mais avec les nôtres. Il m'a dit, la prochaine fois que je viens avec ma guitare et on passe une soirée sympathique, tous ensemble. Bien que je sois novice, mais on s'amusait toujours. Et j'attendais qu'ils viennent ce week-end-là, et en fin de compte, j'ai jamais vu arriver, quoi. Quelle est la thèse des enquêteurs? Qu'est-ce qui se serait passé selon eux? Pour eux, ils se seraient suicidés. Oui, mais pour quelle raison? De quelle façon? Disant qu'il aurait eu une dispute avec sa petite copine et puis qu'elle est partie, elle serait partie avec son fils, parce que cette jeune femme avait un fils qui avait 9 ans, et elle serait partie à pied en pleine nature comme ça, en pleine nuit, dans la forêt. Alors je ne sais même pas ce que faisait Rudy là, parce qu'à 4 km de la maison, excusez-moi, dans un endroit, vraiment, mais alors un endroit, il fallait vraiment connaître, où il n'y a pas une goutte d'eau. Avec sa canne à pêche, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti
péché. Voilà. Et en fait, ils ont pensé qu'il était parti se suicider. Il s'est suicidé parce qu'elle était partie, quoi. Mais il s'est suicidé comment? C'est un peu délicat parce qu'il a été dit qu'il s'est suicidé pendu à sa porte de voiture. Or, personne ne l'a retrouvé comme ça, mis à part cette petite jeune femme qui a dit qu'elle l'avait retrouvé pendu, assis, attaché, avec un tuyau d'arrosage autour de la porte de sa voiture. Donc assis, je le dis bien, hein, accroché. Et comment on peut être pendu assis? Eh ben, écoutez, nous, c'est ce qu'ils nous ont dit, les gendarmes. Donc, avec un double nœud au tuyau. Et donc, nous, on a vu plusieurs médecins qui nous ont dit que c'est pas possible. Enfin bon, voilà. Donc, nous, on n'est pas médecin légiste, on sait pas, voilà. Alors, Marc, sur cette thèse de se pendre à la portière de sa voiture, pendu assis, c'est... Ça correspond à quelque chose, mais ça correspond à quelque chose de très particulier. Les gens qui se donnent la mort de cette manière-là, j'ai déjà eu l'occasion de le voir, c'est des gens qui prennent des cachets pour dormir, des barbituriques, et qui, pour éviter qu'on puisse les ranimer ou qu'on puisse les récupérer de quelque manière que ce soit, effectivement, s'accrochent autour du cou. J'ai vu ça avec une pauvre dame qui a fait ça chez elle avec la laisse de son chien à la porte de la maison. Et effectivement, après, quand vous perdez connaissance, ben, votre corps s'avachit et termine le travail, si j'ose m'exprimer ainsi. Enfin, avec un tuyau d'arrosage, c'est une grande première pour moi. Alors je vais quand même vous dire quelque chose, c'est que Rudy, et ça je peux vous affirmer que c'est vrai, puisqu'on le connaissait tous bien, il a fréquenté une jeune femme qui est pharmacienne, et qui, elle, aurait dû venir, mais malheureusement, elle n'a pas pu parce qu'elle vient de se faire opérer. Il était incapable d'avaler un médicament, déjà. Deuxièmement, effectivement, on l'a retrouvé avec une capsule de Valium, donc médicament... Mais il y a eu une autopsie pour... Oui, oui, alors justement, il n'avait pas du tout, la capsule n'avait pas du tout été... elle n'a pas été... Il n'avait pas d'imprégnation de médicaments. Non, pas du tout, il n'avait pas de médicaments. On a essayé, effectivement, il avait des médicaments, une capsule de Valium. Et par contre, étrangement, ils l'ont retrouvé, il saignait de la bouche. Saignait de la bouche. Et il avait de l'alcool dans le sang, et c'était du rosé. Rudy ne buvait pas de rosé. Il disait que c'était de l'alcool de vieux. Il disait, moi, j'aime pas le vin rouge et le rosé, c'est de l'alcool de vieux. Voilà, donc on n'a pas déjà, oui, encore des éléments qui nous ont touchés. Donc comment voulez-vous que l'on accepte le suicide? Donc vous avez décidé, devant tous ces éléments, de mener votre propre enquête. C'est ça même. Donc c'est pour ça que nous avons demandé à un ami qui était un ancien enquêteur policier de vouloir me mettre le nez dans le dossier en lui demandant, qui ne connaissait pas Rudy. Donc il était tout à fait neutre. Et je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que tu veux bien regarder ce dossier? Je ne te donne aucun élément. Je te dis seulement de A à Z le dossier, que tu regardes et tu me dis ce que tu en penses. Si c'est un suicide, s'il te plaît, tu me le dis, il n'y a pas de problème, je suis prête à l'accepter. Voilà. Mais malheureusement, il a commencé à travailler pas mal de temps sur le dossier et à peine déjà au bout de quelques minutes, pas beaucoup, très rapidement, non, alors là il me rappelle, il me dit, attends là Isabelle, on arrête là tout de suite là. Pourquoi? Pour lui, c'était pas du tout un suicide, c'était un homicide. D'accord. Donc vous êtes constitué partie civile. Voilà. Donc c'est là que j'ai pris un avocat. C'est là que j'ai pris un avocat parce qu'on ne savait même pas qu'on pouvait avoir un avocat. C'est effectivement la seule chose à faire. À partir du moment où on a la possibilité de fournir des éléments qui vont totalement à l'encontre de la thèse officielle, vous pouvez en quelque sorte contraindre la justice à faire son travail. Donc en déposant une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction, vous obligez la justice à se mettre en mouvement et à vérifier pour infirmer ou confirmer les éléments que vous leur donnez. Écoutez, moi je vous écoute depuis quelques minutes à peine, j'ai aucun élément et j'imagine que ce que vous me dites est le reflet de ce qu'il y a dans ce dossier. Effectivement, conclure à un suicide là-dedans. Maintenant, vous dire, madame, c'est un homicide volontaire, on ne sait pas qui l'a fait, on ne trouvera jamais, on n'a aucun élément qui nous permette d'aller plus loin, je pense que vous l'auriez plus entendu ça que de vous dire c'est un suicide. Il y a des choses c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont antinomiques avec un suicide. Non, on n'était pas à l'accepter. Si des traces de lutte, très bien pas le voir. des coups. Quand on se suicide, on ne se donne pas des coups avant. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment très curieuses pour une telle conclusion. Ceci étant, je crois que votre affaire est toujours en cours, une enquête est toujours en cours, donc il ne faut pas trop, il faut rien donner de détails. Pour l'instant, on voudrait se servir de cette émission aussi, et on vous en remercie beaucoup, pour justement faire un appel à dire que toutes les personnes qui auraient pu aujourd'hui, au bout de 5 ans, entendre quelqu'un dire quelque chose, se
déchargé de quelque chose ou tiens, oui, c'est vrai, tiens, je sais, il s'est vanté d'avoir fait ça. Si on pouvait avoir au moins des témoins, ça serait formidable. Formidable. Bien sûr. Marie-Joseph, vous comprenez très bien ce qu'est en train de nous dire cette maman, Isabelle, parce que vous aussi, vous avez décidé de vous plonger dans le dossier. Hein. Qu'est-ce que vous avez découvert en parcourant le dossier concernant votre fils? C'est-à-dire que le lendemain des obsèques, on a déballé un sac de poubelle noir dans lequel l'inspecteur de police nous avait remis les vêtements d'Alain. On n'avait pas eu le courage ni le temps de s'en occuper. On a découvert qu'il manquait une chaussure, que les vêtements étaient complètement lacérés, déchirés de toutes parts et des vêtements solides. Un jean, une veste en velours, comme les compagnons en ont, une veste de travail, couverte de terre. Et par la suite, on a su, quand on a réussi à faire des analyses, que c'était couvert de sang aussi, jusqu'en bas du pantalon, alors qu'il gisait la tête en contrebas. Donc, il avait juste une plaie à l'arrière du crâne, une fracture du crâne, une plaie ouverte, aucune plaie ailleurs apparemment. Comment est-ce qu'il pouvait avoir autant de sang partout? Surtout que sur place, on a découvert qu'il n'y avait pas de sang, juste une petite trace de sang à la place de la tête, de 15 cm à peu près, sur 2 ou 3. Sur place, c'est-à-dire au sol? Sur place, oui, d'après les constatations des enquêteurs dans le dossier, on a découvert ça plus tard. Après une chute de près de 30 mètres, je pense que ça fait quand même beaucoup plus de dégâts, la chute d'un corps. Je pense qu'il y a des éclaboussures de sang, là, il n'y avait rien du tout. Il était censé s'être fracassé le crâne sur une dalle de béton. Mon mari était monté à cet endroit-là, cet endroit qu'on avait peiné pour découvrir d'ailleurs. Il n'y avait pas de trace de ce genre-là, aucune trace là-dessus. Ensuite, quand on a eu connaissance du dossier que le procureur a envoyé à la suite de notre dépôt de plainte, un mois après, il l'a envoyé à la gendarmerie de notre domicile, on s'est aperçu que 2 compagnons qui avaient été 2 témoins directs, les derniers à l'avoir vu vivant, s'étaient contredits sur tout le déroulement de la soirée et sur les horaires, moins de 36 heures après. Oui. Donc il manquait la chaussure. On s'est aperçu que dans le dossier, il l'avait recherché partout. Il l'avait recherché partout aux alentours, ils ne l'ont jamais retrouvé. On a vu que, d'autant plus que les vêtements étaient déchirés de partout, les chaussettes et la chaussure n'avaient aucune trace de terre. Et les vêtements, mais du haut en bas, étaient remplis de terre, avec de l'herbe aussi. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il n'avait pas de lividité d'éclive. Ce sont ces marques. Oui, si vous voulez, je peux l'expliquer. Ça, en fait, oui. C'est un peu macabre, mais lorsqu'un corps tombe, il va mobiliser un certain nombre de poches de sang qu'on appelle des lividités ou d'éclives ou cadavériques, et qui vont s'estomper en fonction du temps qui passe par rapport à la date du décès. Mais ça donne au médecin légiste une indication sur le lieu d'impact, enfin l'impact sur le corps de la chute. Lorsqu'un corps chute, eh bien, les lividités sont différentes suivant où il chute. Ça donne donc des indications. Et ce qu'essaye de nous expliquer, je pense, Marie-Joseph, c'est de nous dire qu'il y avait une contradiction entre la manière dont on a trouvé son fils à terre et ces taches ou lividités. Oui, donc il n'avait pas reposé longtemps sur le dos comme il était. Oui. Il était sur le dos, donc le corps avait été transporté. Et en plus, il était en position de chien de fusil. D'ailleurs, j'ai apporté des photos, je ne sais pas si, je ne crois pas qu'elles soient projetées. Mais il était vraiment, il avait les jambes repliées et un bras en l'air en plus. Rigidifié avec un bras en l'air. Donc écoutez, on ne peut pas employer d'autres mots, il avait refroidi dans un coffre de voiture pour nous. Donc voilà déjà. Oui. Donc que des images épouvantables, cauchemardesques pour des parents qui sont obligés de se repasser le film de la mort de leur enfant. C'est juste insupportable. Il y avait aussi un numéro de téléphone, un numéro que vous avez composé. La suite, dans ces affaires, on a retrouvé un numéro de téléphone, une brochure d'un compagnon tailleur de pierre qui faisait des conférences. Et je l'ai appelé pour savoir un peu ce qui se passait, ce qu'il en pensait. Et là, il a fait allusion à un autre cas, 6 mois avant, au même endroit, un jeune de 18 ans
qui avait été retrouvé dans un canal à 50 mètres d'où gisait Alain. Alain, on ne pouvait pas le mettre dans le canal à ce moment-là, parce que le canal avait été vidé pour des travaux, au mois d'avril. Et ce jeune homme, c'était Emmanuel Boucher, c'était au mois de mars 98, donc 6 mois avant Alain. Ils avaient des ressemblances physiques. D'ailleurs, oui, à la suite de cet appel, j'ai localisé, il m'a donné suffisamment d'indications pour que j'arrive à contacter la maman de ce jeune. On s'est rencontrés, on a comparé les deux affaires. On s'est aperçu que les deux jeunes se ressemblaient énormément. Emmanuel Boucher, qui est projeté sur l'écran. Donc, alors, vous en déduisez quoi, madame? Ça nous a permis de faire réouvrir les deux dossiers. Le sien était clôturé pour suicide. Donc et celui d'Alain, de toute façon, ça n'allait pas traîner à le clôturer pour suicide aussi. De relancer les deux enquêtes. Ça a relancé les deux enquêtes. On a pris le même avocat et on a déposé une constitution de partie civile ensemble. Et c'est le même juge d'instruction qui s'en est occupé. Donc ça veut dire que le corps de votre fils a dû être exhumé pour une autopsie? Bien sûr, il a été autopsié 2 mois et demi après. Oui. On a insisté pour qu'il y ait une autopsie. L'exhumation, bon, c'est quand même un moment très difficile. Je pense que je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'explications là-dessus. Oui. Il y a eu une autopsie très sommaire parce qu'on nous a dit que 4 mois après, et on a trouvé des renseignements un peu sur des revues médicales, jusqu'à 4 mois après un décès, on peut trouver beaucoup d'éléments. Là, ils n'ont rien trouvé. Il paraît que le corps était trop abîmé. Mais par contre, ce qu'ils ont trouvé d'intéressant, c'est qu'il avait une fracture du fémur. Aucune idée, aucune radio, rien du tout. On ne sait pas si c'est au-dessus du genou ou en haut ou ailleurs. Enfin bon. Et à cet endroit-là, il y avait un hématome. Et un hématome ne peut se produire que quand l'individu est vivant. Bien sûr. Et quand, au moment de la mort, tout s'arrête, toute la circulation s'arrête. Oui. Donc un hématome ne peut pas se produire. Donc il a eu la jambe fracturée avant d'être mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'espérez-vous aujourd'hui? On a compris qu'Isabelle espérait que quelqu'un se manifeste en ayant quelques éléments à apporter au dossier. Vous-même, pourquoi avez-vous souhaité participer à notre émission? Pourquoi pas? Pour faire connaître un peu plus cette histoire, pour faire savoir à tout le monde que des choses étranges se passent en France. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls, on a déjà fondé un collectif. Quel recours vous reste-t-il? Il faut qu'on empêche la prescription de ce dossier, parce qu'il sera prescrit en 2016. Ah oui. Alors, il faut qu'on réattaque... oui, pour expliquer rapidement, ça veut dire qu'il y a eu une plainte qui a été classée ou qui a fait l'objet d'un non-lieu. Ce non-lieu a été contesté, il a été confirmé, il y a eu un pourvoi en cassation qui a été rejeté. Et je crois même que Marie-Joseph a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'ultime recours européen que l'on peut faire une fois que toutes les voies de recours internes sont épuisées. À partir de là, plus rien ne peut être fait, sauf si... dans le délai de prescription, c'est-à-dire dans les 10 ans, on arrive à apporter des éléments nouveaux qui permettraient de réouvrir l'enquête. C'est la seule issue, finalement, positive qui reste. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est absolument abominable de contraindre des parents à plonger dans le détail de ce qu'a pu être le calvaire de leur enfant. De devoir exhumer un corps pour procéder à une autopsie, c'est horrible. Je trouve vraiment que c'est au-delà des forces qu'on peut demander à un humain. Voilà, je trouve que c'est vraiment abominable. On assassine la famille en même temps. Oui, on assassine la famille. Parce que pour lutter contre la justice, il faut de l'argent, énormément d'argent, il faut du temps, on y a passé beaucoup de temps. Oui, il faut de la ténacité et ne pas se laisser intimider. Parce que déjà, quand on a découvert les vêtements, les obsèques ont eu lieu le vendredi, on a découvert les vêtements le samedi, les vêtements dans un piteux état. Le lundi matin, j'ai téléphoné à l'inspecteur de police qui avait fait l'enquête en lui disant « Écoutez, ça ne va pas, il manque une chaussure, les vêtements sont dans un état lamentable. Il a essayé de nous persuader. Mon mari était présent et puis ma fille, ils entendaient la conversation.
de nous persuader de ne pas porter plainte contre X, justement, ça se retournerait contre nous et que de toute façon c'était bien un suicide, on en était sûr. Juste un mot, Monsieur X n'existant pas, il ne peut pas se retourner contre qui que ce soit pour une dénonciation calomnieuse. C'est d'ailleurs un vieux truc des avocats que nous sommes. On peut déposer une plainte en visant une personne pendant 5 pages et à la fin on dit c'est la raison pour laquelle on dépose plainte contre X, parce que ça évite justement les actions en dénonciation calomnieuse. Alors qu'une fois pour toutes, ce soit bien clair, une plainte contre X ne peut se retourner contre personne. Voilà. Ouais. Voilà. Mais ils ont peur de quoi dans ces cas-là? Un gendarme ou un policier qui arrive et qui dit « alors ça c'est un suicide, c'est sûr », ne peut plus finalement se dédire. Et il va orienter les investigations dans le sens qui permettra de confirmer sa théorie première. Or, on ne leur demande pas d'avoir des théories, on leur demande simplement de faire leur travail. Et Dieu sait s'il y en a un nombre très important qui font excellemment leur travail. Isabelle, vous êtes d'accord avec ce que dit Maître Gégère? Alors en même temps, c'est vrai ce que vous dites, parce que, enfin, je ne doute pas d'ailleurs, ce que je veux dire par là, c'est que nous, sur l'enquête donc des gendarmes, parce qu'à la base, c'était ceux de Surgères qui devaient prendre, de notre village, qui devaient prendre cette enquête, mais comme c'était sur un terrain limitrophe entre le département 79 et voilà, c'est les autres qui ont repris. Alors les premiers ont dit c'est un homicide, et les deuxièmes ont dit c'est un suicide. Est-ce qu'il y a eu un élément nouveau mis au jour, révélé par l'enquête de votre ami policier? Ex-policier. C'est-à-dire que oui, on a des éléments nouveaux, mais on n'a pas le droit de. Non, oui, surtout parler. pas, parce que c'est une instruction qui est en cours. Alors surtout qu'on ne vienne pas polluer Donc, cette histoire. l'enquête est actuellement en cours. Voilà, on a prévenu le juge d'instruction quand même. Hein, on a voulu le prévenir par correction, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est un bon juge d'instruction, j'en suis persuadée. Nous avons un gendarme qui est enquêteur, qui est formidable. Franchement, s'ils étaient tous comme ça serait super. Il est consciencieux, il est papa de plusieurs enfants, donc il comprend notre douleur. Il prend vraiment à fond cette affaire. Par contre, le premier, malheureusement, nous a vraiment mené en bateau. Voilà, Alors, une question évidemment qui me taraude. Déjà, la perte d'un enfant est quelque chose d'insupportable, probablement la pire épreuve qu'une mère ou qu'un père puisse connaître. Mais parvient-on à faire le deuil à partir du moment où on s'interroge sur le décès de son enfant, comment le décès a pu se produire et que surtout on n'est pas d'accord avec la thèse qu'on vous a donnée? Alors moi, il se passait avant, quand j'étais plus jeune, je me disais, oui, quand il y avait des accidents, j'étais un peu bête, parce que quand il y avait des accidents, les gens, ils n'arrivaient pas à faire leur deuil, vous savez, des accidents d'avion ou autre. J'ai dit, mais attends, ils savent ce qui s'est passé, ils sont morts, ils sont dans l'eau, bon ben voilà. Oui, et ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est. Et je comprends tous ces gens maintenant qui souffrent. Parce que moi, maintenant, je suis dans la même situation, on est tous dans la même situation. Tant qu'on n'aura pas la réponse exacte du problème, comment, de quelle manière, quand et tout ça, on n'arrive pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver d'apaisement? Non, non. Au contraire, il y a une espèce de révolte qui vous tenaille en permanence, qui fait que jamais vous pourrez avoir un rapport avec cette absence apaisée, même si on a du mal, j'imagine, à trouver l'apaisement dans ce genre de situation. Non, tout à fait. Je ne pense pas qu'on attend forcément une condamnation. On veut juste savoir la vérité. Il y a deux stades. Le premier stade qui est pour vous fondamental, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, tout à fait. Le deuxième stade, qui l'a fait, c'est presque un problème annexe. Ça. Mais pour eux, ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi on a retrouvé l'un ou l'autre des corps sans vie comme ça. Il faut savoir comment les choses se sont déroulées. Et je pense que c'est ça qui ne vous permet pas d'accepter la perte de votre enfant. Et ça me paraît une évidence. C'est plus qu'est-ce qui s'est passé que de savoir qui l'a fait. C'est ça, bien sûr. De toute façon, ça ne le ramènera pas. Quand on voit la joie de vivre qu'il avait et qu'il était parti pour passer un bon week-end, je ne vois pas pourquoi il se serait suicidé de cette manière-là, sachant qu'il avait des arbres à côté et que si vraiment il aurait voulu donner une fin à sa vie, il aurait fait autrement, tout à fait autrement. Donc il y a trop de choses qui collent pas. Il y a trop d'éléments. Enfin, voilà. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Heureusement qu'on a une bonne avocate, franchement. Mais vous avez fait le nécessaire. Vous êtes pleinement en train de vraisemblablement faire en sorte de savoir une bonne fois pour toutes ce qui a pu se passer. Donc vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Il y a nombre de personnes qui n'auraient pas eu cette ténacité, cette capacité de résistance à l'autorité pour les forcer et les contraindre à faire le nécessaire. Donc surtout ne vous culpabilisez pas parce que véritablement
Faire plus que ce que vous avez fait, c'est pas possible. Est-ce que vous restez soudés énormément. dans ce De toute combat? façon, on a dans toujours cette été épreuve? soudés, toujours. On Non, n'a mais jamais été une parfois, famille, la douleur, la souffrance, la colère, il y a plein de choses qui peuvent Alors oui, vous effectivement. séparer. Et Effectivement. quand on vit ce genre d'épreuve, on ne la vit pas forcément de la même manière quand on est un homme ou quand on est une femme. En 2010, ça s'est très mal passé. Quand j'ai perdu mon fils, à un moment donné, je me suis éloignée de mon mari. J'ai eu la colère, j'ai failli me séparer de mon mari, on a failli divorcer. Il y avait le fait que vous travailliez beaucoup sur le dossier aussi. Je travaillais tout le temps sur le dossier parce C'est que très mon aberrant. avocate m'avait déconseillé de mettre le nez dedans, c'est-à-dire avec les photos de mon fils décédé. Vous voyez tout, je voyais toute l'enquête, hein. L'autopsie, tout. J'avais tous les éléments dans mon bureau. Au bout d'un an, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je mette le nez dedans. J'avais pas le choix. Et donc, je me suis plongée dans le dossier. Moi, j'enlève des choses. Quand je donne des dossiers aux familles, j'enlève des choses Oui, mais et je moi, leur dis, je ne donnerai pas si ça j'avais parce pas que fait, mais qui ça c'est n'a qui pas l'aurait d'intérêt. Mais là, le Qui problème, l'aurait c'est fait que il y avait trop de preuves qui prouvaient le contraire. Qui pouvait faire ça? Vous aviez votre ami, et ben votre ami, l'ancien du Oui, SRPJ, mais là, même, ça va très bien, c'est son boulot. Il a fallu que je lui donne quand même avant d'y penser, j'étais déjà dans le dossier avant que lui. Non, avant de lui donner, j'avais déjà mis le nez dedans. Hein. Et quand moi je voulais avoir une. Comment dire, ma thèse, qu'elle soit renforcée. Je lui ai pas dit, tu sais, c'est pas un suicide. J'ai rien dit. J'ai dit, Alain, est-ce que tu peux regarder ce que tu en penses de ce dossier? Et moi, j'avais déjà mis le nez dedans. Est-ce que depuis vous vous êtes retrouvés, manifestement, oui. Rapidement, oui, très rapidement. Je pense que ça les on s'aime tellement. Ça les a même rapprochés de plus en plus. Ça fait 41 ans qu'on se connaît, on est mariés depuis 36 ans. Donc, vous voyez... Bon, maintenant, protégez-vous un peu aussi, hein. Maintenant que vous avez fait le nécessaire pour que la justice fasse son travail, ah bah oui, on a protégez-vous un peu parce que notre sinon, avocate s'occupe de ça. c'est parfait. Pour pouvoir justement continuer. On espère, on a très peur. Voilà, c'est ce qu'on a très peur. Qu'ils nous disent demain, bon écoutez, hop, on ferme le dossier. C'est la seule crainte qu'on a. Avec les éléments que vous avez, ça me paraît très compliqué. Notre équipe suivra de près, en tout cas, la suite de cette enquête. Nous espérons qu'elle finira par vous permettre d'aller de l'avant. Bon courage, en tout cas. Merci à Marie-Joseph, merci Isabelle et Joachim d'être venus nous voir et bon courage pour cette épreuve que vous endurez au quotidien. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas notre rubrique dans Version Féminage chaque fin de semaine. Merci, cher Marc. Et pour l'heure, on se retrouve dans quelques minutes avec Renaud dans l'Histoire continue, où nous retrouverons Virginie et Patrick qui nous parleront de leur histoire d'amour à rebondissement. À tout de suite. Merci. Abonnés et bientôt 1 million. On compte sur vous. Merci. Merci à tous. Merci, vous êtes 100 000 fans sur notre page Facebook. Ça se fait, non? 100 000, c'est déjà beaucoup. Merci à vous tous. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Vous inquiétez pas, on a bien vérifié. Il y a un S à merci quand il y en a plusieurs. Merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement. 100 000, bravo. Prochainement, j'étais en colère. Ma vie, c'était lui. J'avais peur de la rencontrer. Christelle et Valérie se sont déchirées pour l'amour d'un homme. On m'a imposé sa présence. On s'est rencontrés sur Internet, puis après, on s'est plus quittés. Je l'ai aimé longtemps, même encore après. Il m'a fallu du temps. Moi, j'aime pas ça, voir mon père et ma mère sur une photo avec ma belle-mère à côté, ça me gêne. Notre relation, au début, elle était chaotique. Je lui en ai voulu de faire un enfant avec mon père. Et je comprenais pas qu'il avait pris une si grande femme, déjà. Mais après la naissance de la petite dernière de Christelle, tout s'est apaisé, comme par enchantement. Quand j'ai vu Lilou pour la première fois, ça a été le fil qui a tissé cette amitié. J'ai découvert une deuxième maman pour mes enfants. On est contente d'être ensemble et de vivre ça. C'est ma sœur de cœur. Quand il y a un petit coup de blues pour l'une ou pour l'autre, on s'appelle. On peut pas rêver mieux, quoi. Et je lui dis, tu vois, on serait au pays de oui, on ferait Noël tous ensemble, quoi. On n'aurait jamais cru qu'on pouvait être heureux tous ensemble. Maintenant, vous êtes au pays de oui.